BFM Business, la dose bonus. Nicolas Dose. Bonjour et bienvenue pour la dose bonus. Alors cette semaine, j'ai centré mon propos autour du mot question. La question que je me suis posée, et en fait je n'ai que des hypothèses de réponse. Bon, il y a eu l'échec sur le conclave, évidemment, ça a été l'un des événements économiques de la semaine, mais pourquoi le sujet des retraites, plus que tous les autres, est à ce point éruptif? Voilà. Pourquoi c'est la réforme impossible par excellence? Alors je m'interroge, je me dis qu'effectivement on a un système de retraite hyper fragmenté, des quantités de régimes, des quantités de cas particuliers, et qu'automatiquement chaque système a ses propres règles, et quand on fait une réforme avec des objectifs d'harmonisation, eh bien il est logique que ça génère des résistances et que ça coince. Je me suis dit que c'était aussi probablement l'un des marqueurs des attachements aux acquis sociaux. Et probablement que la retraite, avec le retour à 60 ans qui a marqué la victoire de François Mitterrand dans les années 80, incarne plus qu'ailleurs la notion d'acquis sociaux et de lutte des classes historiques. Après, il y a aussi une question de conflit d'intérêts qui complique la réforme des retraites. Quand vous touchez aux retraites, vous devez faire des arbitrages entre les jeunes et entre les vieux. Vous devez faire des arbitrages entre le secteur public et le secteur privé. J'ai même envie de dire, à la limite, en fonction des paramètres que vous bougez, eh bien, vous ne touchez pas les mêmes personnes. Si on augmente l'âge de départ, on va pénaliser une catégorie de travailleurs, alors que si on décide de jouer par exemple sur les cotisations, eh bien cette fois-ci on va pénaliser les entreprises. Donc pour toutes ces raisons, le juste milieu sur la réforme des retraites est particulièrement compliqué à trouver. Après, il y a aussi le sujet de la mobilisation syndicale. Il est évident que les syndicats sautent sur ce type de réforme, car historiquement, on sait que c'est une réforme qui fait parler la rue et qui fait réagir l'opinion généralement avec un sentiment d'unanimité et d'opposition systématique. Après, manque de consensus politique qui peut aussi expliquer que la réforme des retraites est plus compliquée que les autres, parce que c'est l'occasion de joutes politiques, et il est évident que systématiquement, le camp opposé sera farouchement opposé à la réforme des retraites, alors que ce même camp opposé, lorsqu'il est revenu aux affaires au terme d'une élection, et généralement ce camp qui était dans l'opposition une fois qu'il est aux affaires, eh bien il évite de défaire la réforme des prédécesseurs, parce qu'il sait à quel point c'est difficile d'engager ce type de sujet. Après, on peut considérer aussi que c'est un domaine complexe sur lequel il y aura toujours un manque de communication et un manque de pédagogie. Voilà des hypothèses, juste des hypothèses pour essayer de comprendre pourquoi la réforme des retraites, c'est la réforme impossible dans notre pays. Après, une question qui est difficile, parce qu'en fait, là aussi, la réponse ne crève pas les yeux. Pourquoi les marchés financiers sont-ils si calmes aux événements géopolitiques que nous traversons? Alors là aussi, que des hypothèses. Peut-être que les marchés se disent que la portée du conflit reste limitée, et notamment limitée puisqu'on a vu qu'il n'y a pas eu de réaction particulière de l'un des baromètres quotidiens de la finance mondiale, qui sont les prix du pétrole, qui sont restés absolument insensibles à ce qui se passe au Proche-Orient. Il y avait aussi probablement la confiance alimentée par la pression de Donald Trump sur le fait qu'une désescalade est possible dans ce conflit au Moyen-Orient. Et puis la traditionnelle course vers les valeurs refuges, en l'occurrence l'once d'or, fait que ça crée une réallocation d'actifs, et une réallocation, ça atténue la volatilité des marchés boursiers. Voilà encore une série simplement d'hypothèses pour essayer d'expliquer ce calme incroyable des marchés et cette insensibilité des bourses aux événements géopolitiques. Après, je poursuis avec le mot question et cette question centrale. Comment relancer la productivité en France? Je me suis inspiré d'une note de Patrick Artus, l'économiste d'Ociam. Et en fait, pour essayer de savoir comment on pourrait inverser le sujet de la productivité, comment redresser la productivité, je pense que la bonne approche, c'est de se dire pourquoi la productivité a tant souffert depuis des années. Alors, il y a clairement dans les éléments de réponse le développement de l'apprentissage, sujet clé des reculs de productivité. Probablement la seule explication qui, elle, est plutôt favorable. Parce que l'absentéisme a aussi sa part de responsabilité. Le fait d'avoir maintenu en vie des entreprises, notamment avec les prêts garantis par l'État pendant le Covid, eh bien, ça a été le phénomène des entreprises zombies qui, évidemment, a pesé négativement sur la productivité. Il y a la faiblesse de compétences de la population active, régulièrement calculée dans les enquêtes, ça vous le savez. Il y a aussi la faible qualité du système éducatif français, encore une fois, l'école, problème numéro 1 de l'économie française. Le faible poids aussi de l'industrie et des secteurs technologiques avec l'insuffisance d'investissement, encore un facteur qui explique la perte de productivité de la France, le manque de robots, on l'aura dit 1000 fois, et également la forte protection de l'emploi, parce que ça ralentit la substitution d'emplois plus productifs à des emplois
peu productif. En fait, vous prenez tous ces éléments d'explication du recul de la productivité et vous essayez de répondre à chacun de ces éléments pour inverser la tendance et redresser la productivité en France. Je pose la question suivante, c'est la question à 0% depuis que la Banque nationale suisse a mis ses taux à zéro. Alors la question c'est, va-t-on maintenant vers des taux négatifs? Je me suis demandé cette semaine, qu'est-ce qu'il y avait de positif et de négatif avec des taux zéro? Alors voilà les éléments de réponse. Quand vous avez des taux zéro, ce qui est positif, c'est bien sûr pour les emprunteurs, surtout s'ils sont à taux variable. C'est aussi pour lutter contre la déflation, quand la déflation pointe le bout de son nez. Ça permet d'atténuer la force de la monnaie. En l'occurrence, les Suisses veulent affaiblir le franc suisse qui s'est considérablement apprécié. Et puis, ça peut être une stimulation pour l'économie, parce que des taux bas peuvent, in fine, inciter à la dépense et à l'investissement. À l'inverse, des taux zéro, ça a aussi des aspects négatifs. Ça va pénaliser les épargnants, ça va pénaliser les caisses de retraite, qui, lorsque les taux sont négatifs, vont avoir tendance à augmenter leur exposition au risque pour continuer à avoir du rendement. Ça crée le risque de revenir à des taux négatifs qui sont particulièrement pénalisants, encore une fois pour les épargnants, mais également pour les banques. Ça peut être une pression sur le secteur immobilier, parce que des taux bas vont alimenter des hausses de prix dans l'immobilier, et ça peut fragiliser un secteur qui est déjà tendu, notamment par exemple chez nos amis suisses. Voilà les éléments positifs ou négatifs quand on parle des taux zéro. Et il est probable qu'effectivement, petit à petit, les politiques monétaires se détendent, notamment en Europe. La perspective de voir revenir les taux à zéro existe. La perspective de rebasculer en taux négatifs existe. La perspective, en cas de difficulté, de voir les banques centrales refaire du quantitative easing existe. Je termine par un appel à votre bon cœur, messieurs, dames. Il s'agit en fait de la descente aux enfers de Carmat. Vous savez, Carmat, c'est l'inventeur du cœur artificiel. L'action Carmat est devenue un penny stock. Un penny stock, c'est une action qui vaut moins de 1 euro. L'entreprise est au bord de la cessation de paiement. En février 2021, le titre Carmat valait encore 29 euros. Carmat a besoin de liquidité et c'est toujours une crise de liquidité qui produit la mort d'une entreprise. Carmat a besoin de 3,5 millions d'euros d'ici la fin du mois, de 20 millions d'euros d'ici la fin de l'année. Alors Carmat a fait appel à l'État, mais pour l'instant n'a pas obtenu de réponse, et a lancé une cagnotte en ligne. Il y a quelques jours, il y avait moins de 10 000 euros. On est loin des 3,5 millions. Alors à votre bon cœur, n'est-ce pas? Merci de nous avoir suivis. C'était la dose bonus cette semaine, et on se retrouve donc dans une semaine. Ce rendez-vous hebdomadaire, très libre, j'ai envie de dire, est disponible sur toutes les plateformes dont vous avez l'habitude. La dose bonus sur BFM Business.